Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Ce podcast est rendu possible grâce au label Copilote. Le label Copilote, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance de cabinets indépendants qui les accompagne dans leur développement RH, marketing, digital, commercial, bref, tout ce dont un cabinet entreprise a besoin. Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy at Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible dans la description. Bonjour Clarisse. Bonjour Julie. Alors, on se retrouve aujourd'hui, on est dans les locaux de Hearn. Oui. C'est dans quel arrondissement 16e arrondissement de Paris. Oui. Donc, comment va s'articuler le podcast ? Il va y avoir une première partie où on va revenir au tout début de la Clarisse, comment elle était quand elle était petite, quel métier elle voulait faire, etc., tes études, tes premiers jobs qui n'étaient pas forcément dans la compta, comme on pourra le voir, et après ton parcours jusqu'à arriver où t'en es aujourd'hui. Et puis, j'ai proposé aux auditeurs aussi de poser des questions s'ils en avaient. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter peut-être rapidement, dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui ? Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. J'ai créé mon cabinet Ex Nihilo. Donc on est situé à Paris 16e. Et en fait, j'ai véritablement démarré en janvier avec Hearn. Je m'étais installée en automne 2021. Mais c'était vraiment le tout début. J'avais des compétences spécifiques, une idée de ce que je voulais faire, mais la rencontre, que j'ai eue en décembre avec Guillaume et Alexis a quand même changé pas mal de choses et a vachement accéléré en fait le démarrage. Du coup, t'es quand même indépendante ou Oui. Comment ça se passe au niveau de la structure ? Ils ont racheté ton cabinet ou comment c'est ? Non, en fait, Hearn, c'est un réseau, donc c'est-à-dire que on a des cabinets qui sont indépendants, donc on gère comme on veut. Mais par contre, ils nous accompagnent, ils nous mettent à disposition des choses, des outils, une manière de s'organiser. Par exemple, ils font le marketing pour nous, ils construisent la marque, bien qu'on participe, parce que grâce au travail qu'on fait et à la satisfaction des clients, on participe à la création de la marque. Mais en fait, il y a tout un travail qui est fait au niveau de la marque Hearn pour que nous, on gagne du temps, en fait. Donc, organisation interne, les process, et puis tout ce qui est relationnel, marketing, etc. Pour que tu puisses te concentrer vraiment sur les clients et exactement, de la t'as tout valeur. compris. Ok, super. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire, Clarisse, où est-ce que tu es née alors ? Alors moi, je suis née au Maroc. Ok. Voilà, je suis née au Maroc d'une maman française qui travaillait dans des missions françaises à travers le monde. Et donc, elle a enseigné dans des missions françaises en Asie et puis ensuite au Maroc. Et là, elle m'a eu moi, un frère et une sœur. Et donc, on est rentré en France pour grandir. Donc, t'es restée combien de temps au Maroc ? 2 ans. 2 ans ? Ok. Ouais, donc, je ne me souviens de rien, en fait. T'as plus de souvenirs. Voilà, non. C'est ça. Donc c'est comme si tu avais toujours vécu en France. Du coup, t'as la nationalité française quand même ou pas oui, oui. Mes parents sont français. Ok. C'était des expats. Donc eux, ils étaient français et c'est juste que elle était en mission au Maroc, au fait. Ok. Ouais. Et alors, quel type d'enfant tu étais quand tu étais petite ? Alors peut-être que tu t'en souviens pas, mais qu'est-ce qu'on disait ? Est-ce que t'étais plutôt turbulente ? Est-ce que t'étais sage ? Pas du tout. Franchement, maintenant que je suis maman, je me dis mais que j'étais sage. Franchement, non, je bougeais pas. J'étais très sage. Je parlais pas beaucoup. Je lisais beaucoup. J'étais responsable. Franchement, le rêve. L'enfant parfaite, en fait. Ouais, non, vraiment. Et même ma maman me le dit. Elle me dit qu'on était très mignons tous les trois. Donc. Ah, tous les trois en plus. Ouais. Elle était gâtée. Ah bah oui, elle a beaucoup de chance alors.
Et à l'école, comment t'étais? T'étais plutôt team premier de la classe parce que justement t'étais très studieuse et très peut-être un peu plus timide, ou t'étais Non, en fait, j'étais première de la classe, mais par obligation. Parce que si tu veux, dans ma famille, t'es obligée d'exceller. Ma mère était la seule avec un métier, disons, qui n'est pas vraiment valorisé socialement quand t'es professeur des écoles. Voilà, mais tous ses frères et sœurs sont chirurgiens, avocats en Californie, experts comptables. Alors que d'ailleurs. pourtant, professeur, c'est aussi un métier qui est valorisant humainement parlant, mais au niveau du salaire et de la reconnaissance sociale, c'est vrai que c'est pas exactement le mieux. Et donc pour elle, on n'avait pas le choix, on devait être les meilleurs, faire des grandes écoles, et voilà. Donc en fait, c'était plus de la réussite par le stress que autre chose. Donc et du coup, elle t'aidait justement, enfin dans tes devoirs, etc. Non. Non, elle avait pas besoin. Toute seule, tu t'arrivais à te discipliner et à te dire faut que je sois la meilleure. Ok, ça c'était le cas toute ta scolarité, ou peut-être il y a eu des hauts, des bas Non, c'était plutôt comme ça. Et puis on n'a jamais eu non plus d'orientation véritable, c'est-à-dire que ma mère avait décidé quand je suis née que je serais chirurgien. Donc en fait, j'avais pas le choix, et comme j'étais je me suis pas rebellée, donc j'ai suivi en fait ce qu'elle voulait. Et c'est pour ça que j'ai fait médecine plusieurs années. Je me suis retrouvée assistante OP en chirurgie gynéco et obstétrique. Et c'est là que j'ai réalisé que non, ça ne correspondait pas du tout à ma personnalité. Parce qu'en fait, je suis très empathique. Le côté humain, peut-être que tu retrouvais pas. Exactement. Et pour tout te dire, pendant les pauses entre chaque opération, j'allais m'asseoir sur la paillasse de la dame qui stérilisait les instruments. Et là, elle avait un accent marseillais, elle était joyeuse, c'était mes bons moments. Et je me suis dit, non, ça me convient pas. Vraiment, je vais déprimer, quoi. Et j'ai décidé de tout lâcher, j'ai pris mon sac à dos, je suis partie. Et j'ai fait, je suis partie à l'étranger. Je n'ai dit à personne où j'allais. Donc, en fait, la non-rébellion... en fait, ça a été décalé dans le temps, et à un moment, exactement. Tu t'es dit, j'ai envie de faire ce que j'ai envie, moi. Oui. Et t'es partie dans quel pays, alors? Je suis partie à Londres, et ensuite, je suis partie en Irlande, et ensuite, je suis revenue. Et tu parlais en anglais? Pas du tout. Non. Je pouvais pas acheter du pain. Et pourquoi Londres, du coup? Eh bien, parce qu'en fait, je me suis dit que ça pourrait m'aider de parler anglais, et que, quitte à partir, autant apprendre quelque chose. Ouais. Donc, je me suis dit, allez, il y a un train. En plus, j'avais pas un rond. Donc, j'ai pris les bus à Garibaldi, là, qui coûtent 20 € pour passer la nuit dans un car. Et je suis arrivée le matin à 6h à Londres, en pleine nuit. Donc voilà, c'était une sacrée aventure, mais ça m'a permis de comprendre que déjà, je m'en sors toujours. J'ai pris confiance en moi parce que j'avais 19 ans. J'ai eu mon bac hyper tôt. T'avais sauté des classes, du coup, ou... Ouais, je sautais des classes, plus je suis de la fin de l'année. Donc voilà. Et donc j'avais 19 ans et j'avais pas d'argent et je parlais pas du tout. Et puis j'ai réussi à rentrer en France avec des économies, j'ai réussi à travailler. Donc en fait, ça m'a donné vraiment confiance en moi. De dire que tu pouvais être indépendante. Oui, je me suis dit, là, oui, en fait, je m'en sortirai toujours. Donc, et t'es restée combien de temps, du coup, à Londres? Alors, je suis restée 6 mois, je crois. J'ai terminé l'année. En fait, j'ai aussi eu le temps d'avoir d'autres expériences. Donc, j'ai travaillé dans l'hôtellerie. Évidemment, c'est les jobs où t'as pas besoin de vraiment parler. Et en fait, j'ai fait un chiffre d'affaires tellement énorme que ils m'ont dit, mais déjà, comment est-ce que vous faites? Et vous devriez travailler dans l'hôtellerie. Mais parce que c'était quoi exactement ton job? Parce que tu disais que tu faisais du chiffre d'affaires. Les petits-déj. Mais sauf que, en fait, t'avais le midi des snacks. Et donc ça, c'était comme un stand. Et donc, le midi, tous les gens des environs venaient acheter des sandwichs. Voilà. Et en fait, là, si tu es très rapide et que t'as le sourire, écoute, les gens reviennent tous les jours s'ils savent que, en 2 secondes, ils auront leur truc et puis que ça va être sympa.
Donc, en général, il n'en faut pas plus pour que les gens soient satisfaits. Tu fais bien ton travail et t'es sympa. Et donc, en fait, pendant ces mois-là, je me suis dit, bon, bah, s'ils le disent, oui, peut-être que je devrais. Donc, je me suis renseignée. Je pouvais faire un master en management international. Et je me suis dit, bah, je vais faire ça. Comme ça, je pourrais diriger des hôtels 5 étoiles dans le monde. Donc, c'était l'objectif. Parce que là, t'avais fait 3 ans. Si t'avais quand même un diplôme Ouais, en ouais, médecine. j'avais, Ouais. enfin, on te donne quand même des équivalences. Ok. Alors, malheureusement, quand tu changes complètement comme ça, Mm. tu n'as qu'une équivalence de sciences. Donc, tous les autres domaines, tu dois les repasser. Mais voilà. Et donc, j'avais ça en tête. En septembre, je redémarre avec le management international. Et c'était un diplôme du coup que t'aurais fait en France? Ouais, à Paris. Ok. Et donc du coup, tu rentres, Voilà, donc rentres à Paris. Voilà, et donc c'est pour ça que je m'étais dit, alors l'objectif c'est d'économiser et je rentre en France pour septembre, je fais ma rentrée et j'ai déjà un petit capital de départ, enfin Ouais, voilà. c'est ça. Et donc comme j'ai atteint mon objectif, j'étais hyper contente et je démarre ça. Et donc, eh bien, je fais ce master, je le termine avec un stage en Allemagne. Et là, pareil, pourquoi t'étais obligée de faire un stage dans Oui. un autre pays? Oui. Ouais. Alors, comme c'était international, tu devais choisir un autre pays. Et j'avais fait de l'allemand à l'école. Donc, voilà. Donc, je m'étais préparée, j'avais fait les cours de l'Institut Goethe, parce que je sais pas quelle langue t'as fait à l'école. Moi, j'ai fait espagnol. Voilà, bon. Quand t'as fait espagnol à l'école, après, c'est un peu compliqué de travailler en Espagne. Le niveau n'est pas génial. Mais surtout en allemand, c'est rare en général, quand les gens qui ont fait de l'allemand, ils disent en gros, je sais dire Guten Tag et point barre, tu vois. C'est rare d'avoir des gens qui parlent vraiment allemand. Mais c'est clair, parce qu'en fait, au lycée, au collège, on te fait lire le journal, mais faire vraiment des, tu vois, des choses de la vie courante, non. Donc en fait, c'est compliqué. C'est très littéraire et pas assez pratique. Ouais. Donc voilà, je pars pour 6 mois en Allemagne et j'avais fait des demandes pour être dans des hôtels 4 étoiles gouvernante. Parce qu'en fait, quand tu es gouvernante, tu vois vraiment le management de l'hôtel, tu apprends à gérer un hôtel. Et puis, ils me mettent en commercial. Je me suis dit, mais je comprends pas parce que je ne parle pas 2 mots. J'avais quand même passé l'année à l'Institut Goethe 2 fois par semaine, mais j'avais le certificat de survie. Donc, bon, j'y vais quand même. Et puis, finalement, ça s'est très bien passé. Et tu vendais quoi alors? Alors, un département commercial dans les chaînes hôtelières, ils servent à négocier des contrats avec des entreprises qui ont des salariés qui voyagent. Donc, dans ce cas-là, eh bien, ils peuvent descendre dans tous les hôtels de ta chaîne avec un prix négocié. Ou bien, tu as des filiales un peu partout et tu as besoin de séminaires, d'organiser des séminaires, etc., dans des hôtels. Et donc, on peut vendre aussi ces prestations-là. Donc, tu dois négocier avec des entreprises des contrats cadres. Et puis, avant la fin du stage, on a été racheté par une chaîne hôtelière espagnole. Ce qui veut dire restructuration. Et donc, ma chef a été promue responsable régionale et on m'a proposé son poste de responsable local. Et donc, je devrais gérer toutes les entreprises de la ville. Bon, je me suis dit que c'était quand même sympa. Et donc, je suis restée et j'ai passé 4 ans en Allemagne, 3-4 ans en Allemagne. Alors, pas dans cette chaîne hôtelière, parce que j'ai changé au bout d'un an. En fait, quand je comprends que voilà, je maîtrise quelque chose, il faut passer au stade supérieur. Et donc, j'ai travaillé après pour Berlitz. Non, je connais tu pas, connais mais pas. C'est pareil, c'est une chaîne hôtelière ou... Non, en fait, c'est une entreprise américaine, mais qui est vraiment partout dans le monde, qui vend des formations. Et donc, en fait, au démarrage, Berlitz, c'était des écoles de langue. Mais maintenant, ce sont vraiment des organismes de formation qui proposent des séminaires interculturels. Donc, si tu as un expat que tu envoies en Chine, un ingénieur allemand qui va en Chine, voilà, tu vois, c'est l'exemple typique. Mais tu as aussi des séminaires de management, enfin, toutes sortes de choses. Et donc, l'objectif, c'était d'aller dans des sociétés de grosse taille quand même, de faire un audit d'un certain département, sachant que souvent, on te
pose on te donne les problématiques. Donc, par exemple, on ne comprend pas, mais le département commercial ne fait plus trop d'export. Et bien là, voilà, j'ai des entretiens avec chaque salarié, et puis je me rends compte que en fait, l'assistante du chef, dès qu'elle voit un numéro étranger, eh ben elle soulève le téléphone, elle raccroche vite fait, parce qu'en fait, elle a tellement peur de parler anglais qu'elle n'arrive pas à répondre. Et donc, tu vois, en fait, c'est de l'humain. Voilà, c'était très intéressant, et au départ, j'adorais vraiment, parce que tu voyais en direct l'impact positif que tu avais non seulement dans la vie des gens, parce qu'ensuite, eh ben, elle vient au travail, elle a plus mal au ventre, elle se sent plus sûre d'elle, elle travaille mieux, donc elle est félicitée, donc ils font du chiffre, donc tout le monde est content, l'entreprise atteint ses objectifs, donc en fait, c'était vraiment très valorisant, j'étais très contente. Mais bon, au bout de quelques années, t'as fait le tour quand même. Et là, mon frère me propose un projet. Il me dit, écoute, j'ai envie de monter une société dans l'industrie publicitaire et de fabriquer des enseignes au Maroc. Ah ouais, d'accord. Est-ce que tu veux pas venir avec moi pour faire tout le côté administratif, etc. Et j'ai dit, allez, vas-y, on y va. C'est marrant, il a pensé à toi pour l'administratif alors que pourtant t'étais pas du tout là-dedans. Ouais, mais bon, à la base, je suis quand même organisée. Bon, et puis en plus en Allemagne, même si j'étais très jeune, j'avais 2 secrétaires. Enfin, je gérais déjà pas mal de monde. Donc il s'est dit bon, elle va pouvoir gérer un truc. Bon, alors on est parti pour cette aventure. Donc j'ai passé 2 ans au Maroc. On a acheté un terrain, on a fait construire un atelier, des bureaux. Sachant que je parle pas un mot d'arabe. Donc mais décidément, tous les 2-3 ans, tu changes de pays, t'apprends une nouvelle langue. Ouais, bon après, je te rassure, ça s'arrête. C'était là. Et en fait, voilà, c'était aussi une sacrée aventure parce que là, j'ai connu l'entrepreneuriat, les problématiques de l'entrepreneuriat. J'ai aussi vu ce que c'était que gérer des équipes. J'avais déjà des équipes interculturelles. Parce que chez Berlix, tu n'as vraiment, tout le monde vient de partout, Italie, France, n'importe où dans le monde, t'as quelqu'un. Mais là, ça m'a surtout montré mes lacunes en gestion, clairement. Et ça m'a donné envie de devenir quelqu'un de très technique. Parce que je me suis dit, mais en fait, je suis très généraliste. Le management international, qu'est-ce que ça veut dire ? Conseiller des formations, bon. Et donc, c'est pour ça, je pense, que je me suis dit, non, je vais revenir en France et je vais me reformer. Et tu disais que tu avais été confrontée à des problématiques comme chaque entrepreneur. Est-ce que tu as des exemples, des petites anecdotes à nous raconter Oh, que je sais pas, oui. des livraisons qui arrivent pas au moment voulu, ce genre de choses Alors si c'était ça aurait été gérable, je pense. Mais en fait, c'était alors déjà l'entrepreneuriat, c'est régler des problèmes en permanence. En premier lieu, il faut régler les problèmes de tes clients. Voilà, c'est vraiment, il faut être hyper agile. Il faut toujours avoir la solution. Il faut être quelqu'un de solution orienté. Tu vois, si je traduis. Donc, tout le monde connaît les personnes avec qui tu discutes au travail et puis ils vont te lister toute la liste des problèmes. Voilà. On m'a laissé, tu pars comme ça, c'est compliqué. Donc en fait, il faut devenir quelqu'un qui va lister la liste des solutions. Donc tu rencontres un défi. OK, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a toujours une solution. Donc ça, vraiment, j'ai vraiment appris ça là-bas. Et les problèmes que j'ai rencontrés, c'était, je pense, aussi spécifique déjà du Maroc et des personnes que je devais gérer. Mais ça va être, par exemple, dans l'atelier électricité ou peinture où tu as des vapeurs d'alcool fumées, pas des cigarettes. Et en plus, il y a peut-être des risques. Tout peut péter. Hein. Donc, aucune conscience des risques, mais pour soi-même. Refuser de s'attacher et de mettre les casques pour monter en haut des immeubles et y aller en tongs.
avoir la police qui vient sur le chantier pour tout arrêter, pour avoir des compensations. Enfin voilà, et tout ça, je devais le gérer en plus sans parler un mot. Le client qui C'était, essaie de retarder la fin du contrat pour justement avoir des indemnités après. C'est ça que tu voulais dire? Non. En fait, là-bas, quand tu fais un chantier, la police voit qu'il se passe quelque chose, ils vont venir et ils vont dire non, vous arrêtez tout. Et t'as le droit de reprendre si tu leur donnes un bac chiche, quoi. Ah ouais. Voilà. Ok. C'est Bon. particulier comme. Oui, ça a peut-être changé, hein, voilà. Mais en tout cas, quand j'y étais, c'était des trucs comme ça, bon. Ou alors, enfin voilà. Non, mais c'était voilà en permanence des choses. En fait, on n'imagine même pas les problématiques, quoi. Donc bon, je suis revenue en France. Et ça t'a donné envie d'être entrepreneur quand même? Ça t'a plu? Ou est-ce que tu t'es dit c'est pas fait pour moi? Ah si, non, ça m'a plu. Ça m'a plu parce que c'est vraiment l'aventure. Tu crées quelque chose, donc tu construis quelque chose, tu le vois, tu le vois s'épanouir ton projet, donc c'est génial. Non, ça m'a donné le goût de l'entrepreneuriat. Au contraire. Hein. Ouais. Et donc là, tu rentres en France alors pour faire des études techniques? Ouais. Et donc au départ, j'ai refait. Alors, puisqu'en plus, avec t'as vu, j'avais des diplômes qui n'étaient pas de finance. Enfin, le management, c'est pas du tout de la finance. T'as très peu de droits. Donc, j'ai refait une licence. Alors que t'étais dispensée et que tu pouvais... Alors, j'avais des équivalences, mais j'ai refait une licence de gestion à Paris-Dauphine. Mais t'avais quel âge à ce moment-là, du Là, coup? j'avais 28 ans. Et donc, eh bien, effectivement, il fallait quand même que je gagne de l'argent. Bon, j'ai eu cette licence, j'ai connu, c'est là que, en fait, que je me suis rendu compte que j'ai connu le métier d'expert comptable et que j'ai compris que c'était exactement ce qui me convenait. Parce que quoi? Parce que t'as fait des stages ou comment t'as découvert le métier? J'ai fait des recherches parce que je me disais, ok, avec ce diplôme-là, qu'est-ce que je vais faire? Me mettre maintenant en tant qu'entrepreneur, je savais pas trop ce que j'aurais pu proposer. Enfin bon, donc j'ai fait des recherches sur les métiers, voilà, de la gestion, de la finance, d'entreprise. Voilà, donc surtout que voilà, toutes les matières analyse financière, etc. J'avais adoré. Donc je m'étais dit, ok, ça peut être quelque chose. Il faut creuser. Et donc j'ai connu ce métier-là. J'ai voilà approfondi et je me suis rendu compte que ça regroupait exactement toutes mes appétences et mes qualités. Donc en fait, je me suis dit bon allez c'est parfait, je me lance. Et tu penses à quoi par exemple? Qu'est-ce qui t'avait tu te rappelles ou pas s'il y avait des mots clés où tu t'es dit ça me correspond? Pas vraiment, mais le fait déjà d'avoir une grande technicité. Donc c'était la filière d'excellence dans les professions du chiffre et du droit. Donc je me disais ah oui chiffre et droit, mais c'est ça, c'est moi je suis multitask, je suis pas chiffre et je suis pas lettre, je suis tout. Enfin j'aime bien tout. Je suis Clarisse quoi. Ouais, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont mis. On peut pas catégoriser que mais dans des cases. Voilà, donc en fait moi j'aime bien tout. Donc je m'étais dit voilà ça c'est parfait, il y a tout, mais en même temps tu es très technique. Et t'as le côté du conseil que j'avais adoré en Allemagne, de l'entrepreneuriat que j'avais adoré. Donc en fait ça regroupait vraiment beaucoup de choses et l'humain, parce que finalement c'est de la finance, de la gestion, mais extrêmement pratique. Donc, je me disais, je vais voir aussi en direct l'effet positif de mon travail. Dans les entreprises, un peu, ça rejoignait un peu ce que tu avais fait du coup quand tu étais en Allemagne. Et c'est marrant parce que tu dis que justement le fait d'être entrepreneur, ça t'attirait dans le fait aussi d'être expert comptable. Et pourtant, je trouve qu'on nous vend pas assez. Tu vois, quand on nous dit vous allez être expert comptable, on nous dit pas vous allez être entrepreneur. Et justement, on n'est pas préparé à ça. Et toi, tu avais compris quand même assez tôt que en fait, quand on montait un cabinet, on était un entrepreneur finalement. Ouais. Après, moi, je l'ai compris peut-être parce que j'avais eu toutes ces expériences. C'est vrai que quand tu démarres tes études après le bac, tu fais la filière classique. Tu peux pas comprendre parce que t'as pas eu l'expérience, donc c'est normal. Et effectivement, c'est à souligner parce que si tu penses qu'en étant expert comptable, ça va être le truc un peu profession libérale,
C'était peut-être le cas avant, mais de Oui. moins en moins maintenant, où Tout à fait. on a de plus en plus de concurrents, etc. Et on va voir la facture électronique, les changements de réglementation, la loi Pacte, et qui fait que en fait on est entre guillemets obligé d'être un entrepreneur, et c'est bien aussi parce que je pense que les entrepreneurs, ils ont envie de parler à d'autres entrepreneurs. Exactement. Franchement, comment tu peux conseiller quelqu'un qui est entrepreneur quand toi t'as pas du tout l'esprit d'entreprise? C'est très compliqué. Donc c'est très bien en fait. Ce serait, il faut attirer des personnes qui ont cet esprit-là, parce que justement ils seront encore meilleurs dans leurs conseils. Et quand t'avais fait ta licence, alors t'avais un stage à faire ou non? Alors non, j'ai fait j'ai regardé les équivalents ce que j'avais avec le DCG, et j'ai fait mon DCG, mais voilà, il fallait que je travaille, donc en fait je travaillais chez Renault. Au Plessis-Robinson, et je faisais de la gestion de projet dans le département des partenariats et du déploiement international. Donc j'étais gestionnaire de projet trilingue, et donc j'accompagnais Daimler Chrysler, General Motors, et sur la fin Nissan. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben c'est très très en amont de la vente d'un produit. L'équipe marketing va faire une étude. Il va nous dire, OK, il faudrait un véhicule utilitaire sur le marché russe ou indien ou n'importe où à telle date. Voilà. Alors nous, on va voir, OK, quels partenaires on a, dans quelles usines, quelles pièces on peut faire, où, tu vois, et on va essayer de répondre à cette demande du marché de la manière la plus efficace possible. Et après, je fais mon DSCG en alternance. Ok, et c'était une option pour toi ou pas, le Master CCA ou autre? Non, tu t'es dit, non. Mon objectif c'est le DEC, je prends le plus rapide. Ouais. J'avais pas envie de repasser en plus 2 yeux. Je me suis dit, je fais, voilà. Ouais. Et l'alternance, du coup, c'était logique pour toi parce que forcément, tu voulais avoir un revenu. Alors, franchement, c'était même pas ça ma motivation. Il me fallait de l'expérience, parce que là, j'avais 0 expérience en cabinet. T'avais fait tout sauf de la compta. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, non. Puis là, j'avançais en âge, donc tu recommences tout à 0. T'as la trentaine, tu reprends un bac+8 à 30 et quelques années. Il faut de l'expérience, quoi. Donc c'était ma motivation principale. Hein. Et c'était facile de trouver un cabinet parce que non, t'étais pas âgé, mais comparé à d'autres personnes, oui. Tu vois, je me dis qu'il peut y avoir une discrimination de se dire, même au niveau du salaire, c'est pas forcément le même. Ah oui, non, mais ça n'allait pas du tout. Honnêtement, à chaque fois que j'avais un entretien, on me disait que j'étais atypique. Et alors là, c'est un mot que je ne peux plus entendre parce que c'était forcément négatif. Donc quand tu es atypique, c'est forcément que ça ne va pas et que on ne va pas te prendre et que ça va pas aller avec le cabinet, etc. Alors qu'en fait, tu avais plein de choses à apporter. Justement, avec toutes tes expériences, tu parlais plusieurs langues et tu connaissais bien comment ça fonctionnait une entreprise. Enfin, tu vois, je trouve ça dingue, mais t'es pas la seule. Tu sais, quand tu fais des reconversions et on veut pas prendre ces profils-là parce qu'on se dit non, je veux des jeunes qui sortent de l'école qui font de la compta, alors que t'avais tellement plus à donner que juste de la compta au final. Enfin, moi, je comprends pas cette façon de penser, mais... Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, en tout cas, non, ça a été très, très compliqué de trouver un cabinet. Un premier, en tout cas. Mais bon, j'ai trouvé. Hein, on trouve toujours quand on veut trouver. Donc, voilà. Tu restes les 2 ans là-bas ou comment ça se passe? Oui. Oui, tu restes les 2 ans. Voilà. Je reste tout le temps du DSCG. Et ensuite, j'enchaîne avec le DEC. Et je crois que tu as eu un petit événement entre-temps pendant le DSCG, non? C'est ce que tu me disais. Oui. Comme je te disais, en fait, je passe les examens du DSCG en octobre-novembre. Et puis, je suis très fatiguée. Donc, je me demande ce qui se passe. Et en fait, j'attends un heureux événement. Et donc... comme je devais commencer mon DEC en janvier et que le congé mat était prévu pour avril, forcément, je les appelle pour leur dire que je viens, s'ils le souhaitent, je viens en janvier, mais ce sera pour 4 mois. Et donc, ils m'ont dit, rappelez-nous l'année prochaine. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait alors pendant... écoute, je me suis dit, je vais pas perdre 1 an. Donc, je vais lancer un business.
Donc, j'ai créé une société d'e-commerce et je vendais, tu vois, je me suis mise dans le bain tout de suite. Je vendais des jouets, des sacs à langer, des poussettes sur eBay, Amazon, Cdiscount, enfin ce genre de plateforme, sur des marketplaces. Donc, c'était de l'achat-revente. Exactement. Et là, si tu veux, enfin, ça a marché tellement bien, encore une fois, que j'ai appris tous les problèmes que tu as quand tu es en pleine croissance et que en fait ça peut cracher très vite. Et si tu peux nous donner des exemples C'est qu'en fait le problème quand tu as plein de commandes, c'est que tu dois avancer plein d'argent. Le BFR. Voilà, mais que les marketplaces, elles te payent le mois prochain au 15 et puis finalement telle opération n'a pas été confirmée par le client et puis il y a toujours des problèmes et donc tu n'es jamais payé à 30, 60 jours ou autre. Et alors là, la gestion de trésorerie, c'est costaud. Et honnêtement, là, j'ai fait des bêtises, hein, évidemment. Donc maintenant, ce sont des choses que mes clients ne referont pas. Et qu'est-ce qui expliquait justement que ça marchait aussi bien? Enfin, tu faisais beaucoup de pubs ou? Non, je pense que c'était le volume. En fait, quand tu mets des milliers d'articles... Ah oui. Mais du coup, comment tu fais? Tu oui, crées les fiches produits à la main, une à une? Non, ou... j'ai tout programmé. Non, c'est tout était programmé, automatique, etc. Ah, je savais pas qu'on pouvait créer des fiches produits. C'est quoi? C'est un logiciel qui permet de faire ça? Enfin, c'est directement sur Amazon? Non, tu peux tout faire sur Excel avec des macros. Mais c'est du Excel advanced. Okay. Et en fait, tu peux aller récupérer des photos, des infos sur Internet, tout ce qui est open source. Ça les aspire dans ton fichier Excel et ensuite tu importes ça dans les marketplaces. Donc ça va, tu les as pas toutes à la main. Et alors tu fais ça pendant 1 an? Oui, exactement. Et ça remet pas en cause tu vois, t'aurais pu te dire ça marche, du coup je vais pas être expert comptable. Alors honnêtement oui, ça marchait, sauf qu'en fait vu que j'ai hyper mal géré ma trésor, je me suis retrouvée en plus si tu veux, à la fin, je me suis retrouvée avec plein d'URSSAF et tout à payer. Donc là, j'ai bien compris comment ça marche. Mais tu vois, ça encore une fois, quand tu ne fais pas ça, mais tu te mets pas à la place du client. On apprend énormément, quoi, en se mettant à la place du client. Tu crois qu'on devrait être limite, obligé, j'aime pas ce mot-là, mais qu'on devrait vraiment créer ou au moins un petit business, un truc pour mieux comprendre, tu vois, les besoins du client, même s'il faut pas forcer les gens non plus, tu vois, si t'as pas envie d'entreprendre, mais je pense que c'est, ce que ça t'apporte. Ouais. Franchement, moi, tu vois, je vois, actuellement, je travaille énormément avec des développeurs, par exemple. Mais eux, le nombre de clients qui sont étudiants, mais en fait, qui ne finissent même pas l'école, parce qu'en fait, ils ont cet esprit d'entreprise et de faire. Et moi, franchement, j'encouragerais vraiment. Et d'ailleurs, mes collègues, je les encourage, à faire des choses, mais à faire quelque chose à côté, alors, pas forcément de l'e-commerce, mais effectivement, avoir une expérience. Tu peux avoir une expérience à côté de ton travail, quelque chose qui te plaît. Surtout qu'en France, on a la chance que ce soit, tu peux faire une micro-entreprise. Oui, c'est ça, c'est pas compliqué, il suffit de remplir un formulaire et ça y est, t'as un SIRET et on peut croire que c'est compliqué alors que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Donc, n'hésitez pas à créer des petites entreprises, si vous nous écoutez, ça vous servira toujours, en fait. Oui, complètement. Tout ce que t'apprends. Et donc là, tu fais 1 année, tu fais ton e-commerce. Après, du coup, t'arrêtes alors? J'arrête. J'arrête parce que c'était quand même crevant. Et puis la charge mentale, je pense que t'as gérer toutes les commandes et tout. C'était hyper stressant. Franchement, tu dois gérer les retours. Tu te retrouves. En plus, moi, j'étais en flux tendu. Je mettais des produits. Quand on me les commandait, je les achetais, je les faisais envoyer. Donc, je voulais pas avoir des tonnes de stock. Mais t'avais des retours, donc tu dois gérer des retours. La logistique, t'étais toute seule, toute seule. Oui. Franchement, avec des milliers d'articles. Bon, alors après, j'en vendais pas des milliers, mais j'en mettais des milliers, comme ça, Tu te dis, je vais diversifier, il y en a bien un qui va marcher. C'est ça. Donc là, t'arrêtes ce business-là et tu te lances. J'étais bien contente. Et tu te lances dans le deck alors. Voilà. Et je démarre mon deck, du coup, avec un bébé qui avait 4 mois. Comme quoi, c'est possible. Ouais, exactement.
Et là, donc, du coup, c'était le même cabinet que Non. là où tu étais en alternance, non? Non, là, j'ai changé. Et dans ce cabinet-là, j'avais encore des missions qui étaient assez originales. C'est-à-dire que c'était quasiment que des missions de DAF externalisées. Et tu peux expliquer ce que c'est DAF externalisé? Vous donner des exemples de missions que tu avais, par exemple. Oui. Alors en fait, j'étais une journée par semaine chez un client. Et je prenais en charge tout l'administratif, tout le financier, toute la compta, les bulletins de paye, tout. Donc, tu faisais des bulletins de paye aussi? Alors, dans ce cas, en l'occurrence là, on les avait externalisés. Ce cabinet-là ne les faisait pas. C'est un métier à part quand même. Oui, c'est un métier à part. Alors depuis, j'ai appris pour pouvoir, mais effectivement, c'est un vrai métier, être gestionnaire de paye. Et en plus, il faut suivre l'actualité, donc c'est énormément de boulot. Donc j'allais par exemple chez un client et je prenais en charge tout le côté administratif et financier. Et puis on faisait des points de suivi. Donc là, je pense notamment à un client qui était architecte d'intérieur, donc qui avait des chantiers et qui avait vraiment besoin de suivre l'avancement de chaque chantier. Donc il y avait quand même des complexités spécifiques qui étaient très intéressantes. Mais je faisais aussi la relance des factures clients. Je faisais la facturation. Enfin, je faisais tout. En fait, j'étais son bras droit. Tu vois, en fait, j'essayais de le décharger de sa charge mentale à lui. Donc c'était génial. Et ça t'a plu? Écoute, tous les ans, là, ça fait pourtant des années que j'y suis plus. Je suis invitée à la raclette annuelle. J'y retourne tout le temps. Quand il est à Boulogne-Billancourt, il m'appelle pour qu'on déjeune. Ça crée des liens parce que Et tu faisais que du DAF externalisé ou? J'avais une mission qui était aussi très particulière à mi-temps dans une association qui, pour la première fois, recevait des fonds de l'Union européenne. Et en fait, ma mission, c'était de mettre en place un système de tracking de ces fonds, de ces flux financiers sur chaque projet, sur tous les continents, avec tous les prestataires sur place, et de faire le rapport à Bruxelles sur ce qu'on a fait des subventions. Donc c'était super intéressant aussi comme travail. Ah oui, c'est ultra spécifique. Du coup, tu faisais pas comme nous on peut faire quand on débute entre guillemets. Je vais parler pour tout le monde, mais de la saisie des TVA, des bilans, t'en faisais un petit peu, mais pas trop. Alors, comme je réclamais, parce que je me disais attends, je peux pas avoir mon deck sans avoir fait. Donc bon, après je faisais des dossiers d'urgence depuis un moment déjà, mais c'est pas Donc et là effectivement, quand j'étais chez l'architecte, oui, je faisais déjà ce régulier, donc ça me rassurait. Je me disais bon, j'aurais fait quelque chose un peu de plus traditionnel. Et comment tu gérais justement le fait, tu venais quand même d'être maman, et ton job, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est des questions qu'on se pose, normalement qu'on devrait pas se poser, mais qui se posent quand même, de se dire est-ce que c'est possible d'avoir un job, de passer le deck et d'être maman en même temps? Si tu peux un peu faire un retour d'expérience. Alors, la réponse c'est oui. Oui, tu peux faire tout ce que tu veux. Et tu peux atteindre tous tes objectifs. Et moi, j'ai eu mon deck en 4 ans et j'ai eu 3 enfants. Donc, j'en avais déjà un de fait au démarrage. Voilà. Mais donc la réponse c'est oui, c'est possible. Et puis Alors après, oui, les problématiques, on en rencontre. Comme je te l'ai confié tout à l'heure. Surtout quand c'est ton premier enfant, tu sais pas trop ce qui t'attend. Donc moi, j'avais bien insisté en disant que je voulais vraiment faire 35 heures. Que en contrepartie, j'acceptais un salaire au lance-pierre, mais que pour moi, ça n'avait pas de prix. Je voulais vraiment pouvoir m'occuper de mon enfant. Et aujourd'hui encore, je m'occupe énormément d'eux. Et pourtant, je viens de lancer mon activité. Je suis en plein boom de croissance et je m'occupe de mes enfants. Je vais les chercher à 4 heures 2 fois par semaine. Je les emmène faire leurs activités. Je les emmène à 9 heures le matin. Je m'occupe énormément d'eux. Donc, c'est tout à fait possible. C'est possible, mais c'est pas forcément simple, en tout cas. C'est ça. Non, c'est pas du tout simple.
Alors après, quand on est encore salarié, donc pendant le DEC, pour répondre à ta question, en fait, ça a été très compliqué parce que ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est-à-dire que j'ai été obligée d'aller chez des clients hyper loin en faisant des horaires jusqu'à 20h30 et revenir, donc arriver chez moi à 22h en allaitant. Donc pour celles qui ont des enfants ou qui s'intéressent au sujet, c'est une douleur innommable, quoi. C'est tout ça n'était pas du tout pris en compte, etc. Donc après, moi je ne ferai jamais ça. Je sais qu'il y a des environnements où on y fait attention, mais c'est pas forcément le cas. Et dans ce cas-là, il faut partir et trouver autre chose. Il faut venir chez Earn alors. Si on veut il faut venir chez Earn. Non, mais c'est important de dire que oui, c'est possible, mais c'est pas simple et il y a des cabinets dans lesquels ça le fait pas et auquel cas c'est possible de changer. C'est ça. En fait, il y a forcément des cabinets qui sont plus dans l'écoute, la bienveillance, etc. Donc allons-y. Donc j'ai changé et en fait, je suis retournée dans le cabinet où j'avais fait mon DSCG. Voilà. Et là, pareil, t'avais encore des missions exceptionnelles ou non? T'as enfin t'as fait des bilans, t'as découvert ce que c'était, la passion des bilans. Non, mais j'en avais déjà fait, mais alors non, malheureusement je vais te décevoir, il y avait encore rien de traditionnel. En fait, ils m'ont pris parce que ils avaient racheté une clientèle dans un cabinet dans une autre ville et ils m'ont dit écoute super, reviens comme ça tu vas reprendre la clientèle. Donc nous on était à Paris et on a repris une clientèle qui était très loin. Donc en fait l'avantage c'est que là j'étais la plupart du temps en télétravail et une fois par semaine je prenais le train à 5h, j'avais une grosse journée mais le reste du temps j'étais chez moi. Et donc j'ai fait la reprise de tout le cabinet qui était dans le truc. Hop, tu croyais quand même pas qu'on allait s'arrêter là. Il semble que notre invité était un tout petit peu bavard. Alors si tu veux connaître la suite de ses aventures, il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine. En attendant, tu peux m'aider à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est de m'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Mais bon, le top du top, ce serait quand même de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.